Ben, pas dur de se démarquer parce que non, il n'y a pas de compétition. Il y en a quelques-uns qu'en font, apparemment, je l'entends avec d'autres clients. Mais j'ai pas vraiment de compétition là-dessus. Ça reste quelque chose qu'il faut... je l'ai appelé mon magasin chouquette. Pourquoi? Justement pour être sûr de faire de la chouquette à tous les jours. Chose que les autres vont peut-être pas faire tout le temps. Si tu n'as pas le temps, hop, cette phase-là, ils vont pas faire la chouquette. T'sais. Moi, je suis obligé de tous les jours avoir de la chouquette. C'est pour ça que j'ai appelé Chouquette et compagnie. Je l'ai appelé comme ça mon magasin. J'aurais peut-être pas dû au départ parce que Chouquette, pour le Québécois, ça disait rien du tout. On ne savait pas, les gens passaient, ils ne savaient pas. Donc j'ai fait ma clientèle au fur et à mesure, des passages, du bouche à oreille. Et c'est comme ça que la Chouquette s'est fait connaître. Mais la compétition, non, j'en ai pas. Quelque part, j'aimerais ça parce que c'est ça qui fait avancer puis c'est ça qui fait connaître plus la chose. Sur le marché, on va retrouver beaucoup ce que les gens vont penser des alcools érables. La plupart du temps, ce sera des alcools de grain. Donc, à même titre que le rhum et la vodka, par exemple, c'est un alcool de grain. C'est un alcool qui est sans goût, dénaturé, que l'on va aromatiser avec du sirop d'érable. Alors, c'est du sirop d'érable qui est rajouté. Nous, la façon que l'on procède, on part avec le sirop d'érable. Alors, c'est pas un alcool de grain ou c'est pas du cidre que l'on va rajouter du sirop. C'est à partir du sirop d'érable assemblé avec de l'eau d'érable et puis on lance la fermentation en même titre qu'un vin blanc et un vin rouge. Alors, c'est sûr que le procédé en soi, l'élaboration, elle est extrêmement difficile. Ça nous a pris 5 ans pour réussir à obtenir des produits de très haute qualité comme on a aujourd'hui, on en est fiers. Maintenant, donc ça, c'est le défi de l'élaboration. Le défi de la mise en marché, c'est aussi grand, c'est-à-dire que c'est une ouverture de marché. C'est des produits qui n'existent à peu près pas. Alors, c'est sûr que les gens ont l'habitude du classique, le vin blanc, le vin rouge. Certains sont plus à l'aise avec le cidre, mais les alcools d'érable, certainement pas. La compétition, c'est sûr qu'on est un produit d'alcool, donc tous les produits d'alcool, on est en compétition avec tous les producteurs d'alcool. Mais le cidre, c'est relativement nouveau. En tout cas, si on oublie l'épisode malheureux des années 60-70, où on faisait vraiment du débouche-tuyau, là, aujourd'hui, on fait un cidre de très grande qualité. Je parle pour la grande majorité des cidriculteurs au Québec. Et les jeunes sont très intéressés par ce nouveau produit-là. Donc, on a une place à prendre sur le marché. Et moi, je dirais que c'est sûr qu'on est en compétition, mais on a un grand marché à développer ensemble entre cidriculteurs. Et c'est pour ça que l'association fait partie de l'Association des cidriculteurs artisans du Québec. Donc, à l'association, on essaie de développer ce marché-là, mais qui est en pleine expansion. Là. On ne se le cachera pas. Là. Il y a un intérêt marqué surtout pour les jeunes, mais il y a même des catégories d'âge qu'on ne penserait pas. Les femmes, par exemple, sont très intéressées par le cidre. Les hommes, il faut les gagner à laisser leur bière, là, mais c'est pas impossible, La principale compétition qu'il y a au Québec en fromagerie, c'est les fromages d'Europe. Donc, beaucoup de fromageries, de comptoirs fromagers à Montréal, que ce soit Twater, Hamel, que ce soit les autres. C'est sûr qu'il y a eu une tendance à privilégier les fromages européens parce que c'est ceux-là qui étaient bons il y a quelques années. Donc, ils ont gardé cette tendance-là aussi. Et donc, c'est ce qui nous nuit le plus parce que quand on n'est pas derrière un comptoir pour défendre notre produit, les gens vont avoir tendance à faire plus confiance à un fromage français qu'un fromage québécois. Avant, il y avait les coûts qui étaient derrière aussi, mais tranquillement, les fromages français commencent à être de plus en plus coûteux aussi. Donc, on est à peu près égal avec eux. Donc, c'est qu'il faut se défendre muet. On est muet un peu derrière. Donc, il faut y aller beaucoup avec le marketing. Il faut aller beaucoup avec notre étiquette, avec tout ce qui tape à l'œil un petit peu. Donc, on réussit tranquillement. Mais moi, je pense que la première
solution, en fait, à cette compétition-là, c'est d'être présent dans les marchés, les petits marchés, puis c'est ce qu'on fait. Depuis 7 ans, on est là, puis c'est ce qui nous a fait connaître, parce que c'est sûr que si on attendait d'être défendu par la personne qui est en arrière du comptoir, on serait moins... je pense qu'on aurait moins évolué dans notre entreprise, tandis qu'être derrière, puis faire goûter aux gens, leur expliquer qui on est, où on est, ça nous a beaucoup aidé. Qu'on a vu une augmentation, d'ailleurs, quand on a acheté l'entreprise, on transformait environ 30 000 litres de lait. Maintenant, on est rendu à 100 000 litres de lait. Donc, on a quand même triplé. Puis, la seule raison qu'on a pu le faire, c'est nos marchés fermiers. Puis ensuite, bien, ça reste un produit de luxe. Donc, c'est sûr que compétition, bien, c'est tout. Hein. En même temps, les gens vont décider ce soir de se faire un vin fromage ou d'aller au cinéma. Fait que c'est sûr que tout peut être une compétition dans tout ça. Puis, bien, il y a beaucoup, par exemple, l'aspect santé, l'aspect... Bien, dans les médias, les chefs cuisiniers utilisent beaucoup de chefs. Fait que c'est ce qui nous aide à rester un peu en tête de liste au niveau de la popularité. Mais c'est pas quelque chose on n'est pas compétitif. On a juste confiance que les gens vont aimer notre produit, puis les gens vont nous aimer nous, parce que c'est ce qu'on veut aussi, c'est que les gens retournent chez eux en mangeant un fromage, puis en ayant un pouvoir identitaire en arrière du produit, et dire c'est Caroline et Jean-François, puis quand ils mangent leur maïs, que c'est quelqu'un d'autre en arrière. Moi, j'aime faire comprendre aux gens que l'identité derrière un produit, c'est ce qu'on avait il y a 50 ans, puis c'est ce qui est tellement intéressant pour profiter pleinement d'un produit. Quand nous avons commencé avec Pepper Master, c'était que pour faire les sauces piquantes. Mais peu à peu, nous avons remarqué qu'il y a un manque dans l'industrie commerciale qui disent que les clients peuvent chercher des produits en grande quantité qui sont des raidins de fouet faits à la main. Dès qu'on arrive à un certain niveau, les produits arrêtent d'être artisanaux. Alors, nous autres, ce que nous avons fait, c'est que nous avons remarqué que l'industrie voulait qu'on allait conventionnel. Nos clients voulaient qu'on reste artisanal. Alors, on a choisi de suivre les bons conseils de nos clients et rester artisanal avec. Alors, étant donné qu'on a choisi de continuer comme ça, en agrandissant, nous avons remarqué qu'on n'a pas vraiment de compétition. Alors, moi, ma plus grande job en termes de réceptionniste, parce que c'est moi la réceptionniste coopérative, c'est moi qui réponds les appels de fournisseurs, d'acheteurs, tout ça. Pour les clients commerciaux, on arrive Bon, il y a 2 ans depuis que je dis aux clients qu'on n'a pas d'espace. Nous ne cherchons pas pour le moment des nouveaux clients, par exemple. Par exemple, si quelque chose arrive, il y a des maux de tête, je vais accepter, mais la plupart, c'est qu'on est plein à craquer avec de travail qu'on ne voit pas de compétition. On n'a pas peur de perdre nos clients parce que la compétition va changer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alors, pour nos plus grands clients, qu'est-ce que c'est intéressant, c'est que si un client vient, ou un prospect, quelqu'un qui veut que nous impactons leur produit pour eux, on est capable de lui dire non, on ne veut pas avoir votre produit et voilà les raisons pour lesquelles. Il y a assez souvent que je dis à une entreprise, merci, on est capable de faire votre produit, mais on est bien trop cher, vous êtes mieux d'aller ailleurs. Et c'est parce qu'eux autres, ils veulent avoir leur produit dans le pot le moins cher possible et ils sont prêts à perdre de qualité et de qu'est-ce qu'on est capable de leur offrir pour avoir le meilleur prix dans le marché. Et pour cette raison, tout seul, il me semble qu'on est seul dans ce domaine comme ça, parce que c'est pas le meilleur prix que nos clients vont chercher. Par contre, c'est la meilleure qualité. Au bon prix, évidemment, mais c'est comme ça que nous faisons les distinctions. Disons qu'au niveau de la compétition, c'est sûr qu'il y en a.
Il y a de la compétition, il y a des entreprises. Exemple, il y a une très grosse entreprise au niveau qui, eux autres, ils vendent à la grandeur du Canada. Tandis que nous, on est plus spécialisés dans l'Est de l'Ontario, aller au maritime. Il y a d'autres, des petits producteurs aussi, qui sont plus localement, qui vont vendre localement. C'est sûr que par contre, c'est une saine compétition, tout le monde se respecte, et puis chacun aussi a son domaine plus spécialisé, si vous voulez. Un va être plus dans les toffus, qu'on appelle le type dessert, là, comme, tandis que nous, on est plus dans les toffus fermes, on est plus spécialisé là-dedans. Puis d'autres vont faire des burgers, ils vont faire d'autres produits que nous, on ne fabrique pas nécessairement. C'est pour ça que la compétition, donc c'est bon. C'est une saine compétition, qu'on pourrait dire. Facilement, on se démarque par la noblesse du produit en soi et puis par la qualité même du produit. Donc, dans une dégustation, ça coupe au couteau, c'est plus qu'évident. Un produit qui est vraiment 100% pur à 100% à partir d'érable versus un produit qui est plutôt aromatisé à l'érable. Pour nous démarquer, nous, c'est la qualité. C'est vraiment, même comme j'ai dit tout à l'heure, que nos méthodes de production nous limitaient en termes de quantité. C'est le choix d'entreprise qu'on a fait. Donc, on veut vraiment faire des grands vins. Au niveau du contrôle de qualité, on est très, très intransigeant. Et ça, je pense que notre formation en aérospatiale, mon conjoint et moi, au début, on ne voyait pas le lien entre l'aérospatiale et l'agriculture. Mais avec le temps et surtout avec les médailles, on est rendu à 14 médailles d'or pour nos produits. On pense que ce qu'on a appris, c'est-à-dire travailler avec méthode, travailler avec rigueur, grand contrôle de qualité des produits, et puis les processus, comme je disais pour le cidre de glace, que de la cryo-extraction, c'est-à-dire ne presser que des pommes entières gelées plutôt que de broyer l'ensemble de la pelure, du cœur et des pépins. On pense que ça fait une différence. Et la même chose pour nos cidres secs, donc de chaptaliser avec du cidre de glace au lieu d'ajouter du sucre ordinaire. Ça permet de nous démarquer. Et mon conjoint Jean-Pierre est très intéressé par la chimie, parce que c'est de la chimie, finalement, la vinification. Donc, comprendre vraiment l'interaction entre les différentes étapes de la vinification, puis les procédés de fabrication aussi pour éviter de la contamination. Et je pense que c'est ça qui rend nos produits vraiment distinctifs. C'est sûr que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est aussi, on est intégré, on est producteur de soya aussi. C'est sûr qu'on achète du soya de l'extérieur aussi, on achète du soya des gens des environs, si vous voulez. Là, on a des cultivateurs, des agriculteurs de lesquels on achète le soya année après année, puis qui produisent pour nous, si vous voulez. Et puis, c'est qu'est-ce qui peut nous démarquer des autres, c'est que nous, on est producteurs aussi, on a des terres pour produire le soya. Bonne partie de notre soya. La nouvelle technologie, c'est sûr, ça coupe, on va dire, ça coupe le personnel, c'est vrai, mais ça amène une régularité. Donc ça coûte très cher encore. Si je vendais, oui, tout à l'heure je disais, si je vendais plus de chouquettes, j'aurais ce qu'on appelle une droppeuse. Ça va dropper. On va fabriquer la pâte à choux, on va la mettre dans un gros cône, puis ça va dropper toutes les chouquettes sur les plaques tout seul. Donc ça ferait une grosse partie qu'on aurait pu à faire. Savoir que ça fait aussi le macaron, parce qu'on fait des macarons ici. Donc avec cette machine-là, je pourrais faire plein de choses, des meringues, des macarons, des fours secs et tout. Donc l'avenir, oui, on peut quasiment tout faire avec la machinerie maintenant. Même la pâte à choux peut être faite avec la machine.
Donc, elle peut être dressée avec la machine, puis après, il y a le four qui la cuit. Donc, oui, on pourrait, à l'avenir, avec les machines, c'est sûr. Vous avez des projets avec ces machines-là? Oui, ben là, j'ai lancé, c'est sûr que je suis dans un coin un peu dortoir. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Je serais en plein cœur de Montréal et autres. J'aurais peut-être une autre clientèle, une plus grosse clientèle qui me permettrait justement d'être vraiment laboratoire high-tech, parce que ça serait vraiment que... Moi, je suis pour ça aussi, là, je suis pour le modernisme. Donc, j'aurais vraiment... J'ai déjà même conçu dans ma tête le laboratoire, il serait rond dans une bulle de verre et les gens me verraient travailler en tout temps. Donc il y aurait aussi des télés dans le magasin qui donneraient l'image aussi quand le labo est fermé ou que les employés ne sont pas là, qui feraient voir la fabrication de macarons ou pâte à choux ou autre. Donc oui, c'est dans ma tête, ça c'est peut-être un jour. Disons que la technologie peut certainement nous aider dans plusieurs facettes. C'est sûr qu'au niveau de la mise en marché, si on commence par la fin, la mise en marché, c'est assez évident. C'est sûr qu'on travaille très fort sur l'achat en ligne de nos bouteilles. On travaille très fort sur le site Internet, les réseaux sociaux, ça c'est évident. Maintenant, on a à peu près, chez nous, on a à peu près tous des produits à Apple pour qu'on puisse se transférer l'information. Puis, alors, de ce niveau-là, disons que c'est assez significatif. Au niveau de la production, plus spécifiquement dans l'élaboration d'alcool, dans la fabrication, c'est sûr qu'un bon contrôle du produit, c'est la clé. Alors, par exemple, pour le contrôle des températures, alors souvent on va dire que c'est le secret d'être en mesure de maintenir une température bien précise du début jusqu'à la fin de la fermentation. Pour être sûr de développer tous les arômes. Alors, quand les procédés sont peut-être un peu plus aléatoires ou artisanales, ça fait des produits qui peuvent quand même être intéressants, mais c'est au niveau de la constance. Alors, d'une année à l'autre, c'est plus difficile d'être en mesure de promettre aux clients que le produit sera toujours aussi bon d'une année à l'autre, puis qu'il va toujours avoir le même potentiel de conservation. Alors là, à ce moment-là, la technologie peut nous venir en aide, beaucoup même. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en étant artisanal debout, c'est vraiment intéressant que les technologies vont nous toucher complètement différent qu'une compagnie conventionnelle. Dirais que nous autres, au lieu d'acheter une très, très grande machine qui va nous aider à faire 3 millions par jour, nous allons acheter une série de différentes machines qui vont nous aider à engager plus de monde qui vont être capables de faire assez de produits durant la journée. Alors, c'est une expansion horizontale au lieu de verticale en ces termes-là. Pour ce qui est, nous utilisons très fortement l'Internet dans nos démarches pour chercher nos ingrédients. Des fois, nous allons chercher des gens de tout petit, je dirais, un fermier tout seul en Hudson qui a planté 100 plantes piments pour décoration, mais ne savent pas quoi faire avec les piments. Alors, on trouve des notations comme ça, on va chercher nos ingrédients de cette façon. Alors, nous essayons toujours d'être créateurs avec ce qu'on est capable de faire, mais nos innovations viennent vraiment des gens, sont toujours basées sur des peuples et surtout la planète. Au niveau de la fabrication, au niveau agricole, c'est sûr qu'il y a toutes les technologies là, de mettre d'équipements agricoles. Au niveau du tofu, qui est un produit, c'est plus spécialisé, c'est sûr qu'il faut être à l'affût de toutes les nouvelles technologies pour être capable de produire de nouveaux produits, de nouvelles textures, de nouvelles variétés. C'est sûr que c'est toujours un handicap parce que du tofu, c'est pas comme un exemple, quelqu'un qui fait du fromage, des fromageries, il y en a plein dans la province de Québec, exemple, au Canada. Tandis que du tofu, à une échelle industrielle, on est peut-être 4-5 dans le Canada. Donc, vous savez que, puis chacun a sa spécialité souvent. Donc, nous, on a développé certains équipements qui sont spécifiques pour nos produits. Il a fallu vraiment inventer des équipements
pour faire le type de produit qu'on voulait. Fait que c'est pour ça que ça demande aussi quand même un peu d'imagination. Puis il faut être à l'affût aussi de toutes les nouvelles techniques de production là, qui se fait. On avait, au tout début, on avait acheté justement un cuiseur. Il y en avait 2 dans les États-Unis. Il y en avait un à l'Université de Californie, puis l'autre était à Chicago. C'était des nouveautés. Puis on a des équipements comme ça, là, à un moment donné, que quand on sait que de nouveaux équipements sortent et puis qui peuvent faire un produit qui pourrait nous intéresser ou ce qu'on pourrait mettre sur le marché, c'est toutes des choses qu'on regarde. Et puis c'est sûr que on ne développe pas tous les produits qu'on voudrait développer. Parce qu'il y en a aussi qu'il faut être capable de les vendre. De développer un produit, c'est une chose. De le mettre sur le marché, puis que les gens l'adoptent, c'est une autre chose. Des fois, vous pouvez sortir des produits que vous avez très, très confiance, et puis on fait un flop, puis le monde ne sont pas, achète pas. Fait que ça arrive, ça, qu'on va lancer un produit, puis un an et demi après, bien, on l'abandonne parce qu'on dit, bien, écoute, c'est pas ça n'a pas été un winner, celui-là. On est une cidrerie artisanale, donc toutes nos machines sont semi-automatiques, c'est-à-dire qu'on est le semi et puis la machine, c'est l'automatique, c'est-à-dire que c'est une bouteille à la fois. Et comme je dis, on ne veut pas non plus devenir industriel, donc pour nous, c'est important, ça. Puis il y a le reste de la technologie, à part la machinerie, c'est sûr qu'avec les fichiers qu'on se fait sur Excel, puis tout ça, c'est important. Mais c'est pas de la haute technologie, là. Je dirais pas qu'on a ici de la haute technologie. La haute technologie, je pense qu'elle est plus au niveau de la sélection des produits puis de termination du processus en général. Il n'y a pas de technologie particulière dans une fromagerie fermière. Donc, on a nos équipements de base. On va avoir un pasteurisateur, on va avoir un bassin où on va pouvoir chauffer notre lait quand on a besoin de faire des pâtes, des fromages à pâte cuite. Mais c'est principalement les seules technologies. La technologie majeure, en fait, l'équipement le plus utile, c'est notre pH-mètre, peut-être, qui mesure notre acidité dans notre fromage. Mais ça existait il y a 20 ans, puis ça va exister sûrement dans 100 ans. C'est juste que des fois, ils sont un peu plus performants maintenant. Mais c'est les seules technologies auxquelles on a dû vraiment s'adapter. Mais on utilise pratiquement juste des manières ancestrales de fabriquer notre fromage. Donc, on est encore au levain, c'est-à-dire qu'on prend vraiment notre culture qui est dans notre ambiance à nous, qu'on re-ensemence dans nos fromages tout le temps. Donc, on n'est pas encore avec la grosse technologie. Moi, j'ai une amie qui est venue ici une fois puis qui transforme, elle, 800 000 litres de lait par jour parce qu'elle travaille chez AgroPur. Quand elle a vu notre bassin de 500 litres, elle trouvait ça très, très drôle. Donc, eux, c'est sûr qu'ils ne touchent pas le fromage. Ce n'est que par ordinateurs qui vont gérer les fromages. Donc, c'est comme ça que tu arrives aussi à faire un fromage très, très, très stable. Ici, bien, c'est sûr que c'est l'humain qui est derrière le fromage. Donc, c'est sûr que notre rôle, c'est pas que notre fromage fasse ça, mais c'est sûr qu'il y a des fluctuations un petit peu à l'année. Et pour moi, c'est ce qui fait le charme d'un produit artisanal. C'est quand les clients viennent me voir et me disent « Bon, il est comment aujourd'hui? » Bien, je trouve qu'ils ont compris l'essence de notre produit. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours pareil selon les saisons, selon la température, selon même l'humeur des gens aussi. Donc, ça varie un petit peu. Donc, voilà, on n'est pas des gens très, très axés sur la technologie. Même des fois, on est un peu réfractaire à cette technologie-là parce qu'on a peur que ça change la qualité de nos produits.